your stinking paws off me, you damn dirty ape! Bienvenue au podcast Premier Visionnement. The only good human is a dead human! Aujourd'hui, on parle de la franchise The Planet of the Apes. It's a madhouse! Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. Join the expedition. Yes, amusing. A man acting like an ape. Bonne écoute. Ça a l'air qu'il va falloir que je me relaye à la version primitive de retourner à parler. Ça a l'air qu'il n'y a pas de télépathe ici, en tout cas. Bienvenue en 3955, où ce que le nihilistique et le dystopique se rencontrent. Aujourd'hui, on parle du secret de la planète des singes, sorti en 1970 et réalisé par Ted Post, avec James Franciscus, Kim Hunter, Maurice Evans, Linda Harrison, James Gregory, David Watson et Charlton Heston. Je suis Mathieu. Et selon le film, un bon podcasteur, c'est un podcasteur qui parle pas. Alors, bienvenue au podcast. Cette semaine, on parle encore de la suite du film de la planète des singes, sorti de 1968, qui, dans le fond, on se dirige encore vers le nouveau film, Kingdom of the Planet of the Apes. Je ne sais pas ça va être quoi le nom en français. Mais c'est ça, dans le fond, comme j'ai dit au dernier podcast, tous ces films-là n'ont pas de... Ils n'ont pas de numéro, c'est juste tout le temps, on rajoute un terme avant la planète des singes. Fait que la version anglaise du film aujourd'hui, Beneath the Planet of the Apes, puis en français, c'est Le Secret. Fait que je sais pas si éventuellement, même peut-être dans toutes les live action, la série télé, je sais pas s'il n'y en a pas un qui s'appelle en anglais The Secret of the Planet of the Apes ou quelque chose de même. Fait que, en tout cas, ça je suis curieux de voir un peu plus tard. Fait que, suite au premier film, dans le fond, le succès, dans le fond, c'était un film qui avait été fait pour, je pense, pas loin de 6 millions et qu'il avait rapporté quelque chose comme 33 millions. C'est quand même beaucoup pour l'époque. Faut pas se dire, faut pas penser au moment comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus comme un film indépendant. S'il fait 30 millions, c'est vraiment un gros succès pareil. Fait que, on est quelque chose comme 60 quelques années plus tard. Fait que c'était très bon pour l'époque. Fait que, rendu à la suite de ça, on a commencé à considérer pour faire une suite. On avait gardé les portes ouvertes, comme j'ai parlé au podcast. C'est sûr que, peut-être avec le savoir que c'était une franchise, toute mon existence, dans le fond, je savais que ça a toujours été une franchise. Fait que, c'est peut-être ça qui me joue dans la tête, que je voyais jamais ce film-là. Comme s'il n'avait pas été pensé d'avoir une suite. C'est sûr que c'est toujours les retombées fiscales que ça fait. Si, mettons, le film ne fait pas d'argent, peu importe s'il y a une ouverture ou pas, ils ne feront pas de suite, ça c'est certain. Fait que quand on a commencé à travailler sur la suite, on avait l'écrivain du premier film, Ron Serling, que je pense qu'il écrivait aussi pour Twilight Zone. Il était occupé à faire un autre film ou une autre série à l'époque. Fait que il a dû refuser de revenir pour écrire le film. On avait aussi Pierre Boulle, l'écrivain du livre, qu'on avait demandé si, mettons, il y avait une idée pour pouvoir aller pour la suite. Lui, il a fait juste un brouillon. Qui a rappelé ça le Planet of the Men, qui était un peu où Taylor aurait ramené, aurait viré tous les hommes qui ont déjà l'espèce homme plutôt. Contre les singes, dans le fond, ça aurait été un peu comme la révolte des hommes. Fait que ça a été... on n'a pas finalement choisi ça.
Faut savoir aussi qu'à l'époque, je pense que c'est pas la Paramount, là, mais en tout cas, je n'ai pas noté c'était qui, le 20th Century Fox, je pense, avait eu des problèmes fiscaux. Dans le fond, là, il y avait eu deux, trois films là, qui avaient planté, là, dans le film Star, le film Hello Dolly et le film Tora Tora avait sous-performé. Fait que le budget du film, là, on voulait donner 5 millions au film. Presque pareil comme dans le premier film, mais on a décidé de couper de moitié, dans le fond, là, pour faire le film. Fait que c'est sûr que ça coupait un peu là, ben, tu sais, peut-être, qu'est-ce qu'on. Si maintenant c'était trop ambitieux là, comme plan, ben, ça pouvait couper pas mal là, des idées. Mais en tout cas, honnêtement, je trouve que c'est quand même pas pire. Là. Il y a des petites affaires que je vais dire que le film, là, ça paraît qu'ils ont coupé un peu dans le budget, mais pour la générale, c'est quand même pas si pire. Mais il y a des manières qu'ils ont faites là, pour justement garder là, le budget un peu plus beau. Là. On va en parler un peu plus tard. Mais c'est ça. Fait que finalement, on s'est tourné là, vers le producteur, là, Mort Abrahams. Que lui, il a commencé à se dire, bon, ben, tu sais, je vais écrire des idées pour le film, puis finalement, ben, tu sais, je vais trouver un écrivain qui va partir avec ces idées-là, puis on va faire un film à partir de là. Fait que le producteur, le Mort Abrahams, écrit là, ses notes, et il va trouver l'écrivain, le Paul Den, puis que lui a soumis là, un brouillon, là, s'appelle Planet of the Apes Revisited. Puis, tu sais, dans le fond, il s'est basé un peu là, sur son trauma, là, parce que lui, il était à la guerre, fait que en 45, puis, tu sais, dans le fond, il a basé un peu là, son script à partir de là, ça a été beaucoup influencé là-dedans. Là-dedans, il y avait un enfant même qui était croisé entre homme et chimpanzé, fait que ça a été... on a enlevé ça, là, naturellement. Je serais pas surpris qu'on voit ça là, dans un film futur. Par contre, là, je pense que ça serait plus accepté. Là. Ben, tu sais, accepté. Faut s'entendre. Là, faut peut-être pas penser à ce qui s'est passé entre les deux, là, mais trouver un enfant qui a déjà... Pas une naissance nécessairement. Là, je verrais ça dans un film plus tard. Là, puis, certainement, dans le film de Tim Burton, j'aurais vu ça. Là, mais en tout cas... Ça, on va sauver ça pour le film là, de 2001. Mais c'est ça, fait que à partir de là, ben, on a développé là, ce qu'on connaît aujourd'hui là, avec plusieurs affaires. En tout cas, je vais en parler là, pendant tout le podcast, mais c'est ça, ça a été un petit peu, là, on a essayé d'aller chercher Charlton Heston, tout ça, puis ça n'a pas marché avec lui, puis finalement, ben, on s'est entendu là, qu'il fasse un peu de travail quand même, tout ça. Fait que, tu sais, c'était un peu on s'est retourné assez rapide là, pour pouvoir faire le film. Puis, tu sais, dans le fond, là, on commençait à penser peut-être que ça allait être une vache à lait parce que le film était à peine sorti puis qu'on travaillait déjà là, pour faire un troisième film. Alors, selon IMDb, voici le synopsis. L'astronaute Brent est envoyé pour sauver Taylor, mais s'écrase sur la planète des singes, tout comme Taylor l'a fait dans le film original. Taylor a disparu dans la zone interdite alors que Brent et Nova tentent de le suivre et de le retrouver. Ils découvrent un culte d'humains qui craignent les derniers mouvements militaires des singes et se retrouvent au milieu. La tension monte jusqu'à une bataille décisive entre le singe et l'homme au plus profond des entrailles de la planète. Fait que le film, là, c'est... Bon, tu sais, il faut retourner en 1970, 69, 68, là, quand le film a été conçu, les temps. Ben, tu sais, j'ai parlé de la guerre froide dans le temps. C'est sûr que, tu sais, on commençait beaucoup là, avec la guerre du Vietnam. Là, c'était pas mal le temps aussi. Je pense que c'est beaucoup une protestation contre la guerre du Vietnam, même si, comme j'ai parlé, là, l'écrivain du film là, parlait là, de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, là, mais c'est clair là, qu'il y a probablement des protestations contre la guerre, puis que en bout de ligne, que même peu importe les intentions de n'importe qui, ben que ça peut mal virer tout simplement.
On va regarder le personnage là, de Taylor dans le premier film qui était notre héros. Était pas mal un peu dystopique à ses bords, là, mais c'est ça. Le côté, ben, c'est lui carrément qu'en bout de ligne qui va finalement faire le move, là, puis que c'est lui qui va faire sauter la Terre à la toute fin du film. Fait que c'est ça un peu qui est le film. Là. On essaie de passer le message qu'en bout de ligne, on veut faire la paix, mais en même temps, ben, on s'attaque pareil. T'sais. Fait que c'est ça pas mal, là, je pense, qui est pas mal clairement démontré à l'écran. Puis il n'y a pas grand autre chose à part ça qui est démontré dans le film d'aujourd'hui. Alors, moi, ma vision du film, là, ben, comme j'ai mentionné la dernière fois, c'est le premier film que j'ai vu, ben, que j'ai comme voulu, qui m'a embarqué là, dans cette franchise-là. C'était pas le premier que j'ai vu, parce que j'avais vu le film original au départ, mais c'était le film que finalement, plus dans mon adolescence, que j'ai vu accidentellement à la télé et qui m'a fait vouloir redécouvrir cet univers-là. Je sais pas ce que ça dit de moi, quelque part, comment que ça peut me fasciner une fin du monde de même. Puis, tu sais, je dirais que quand j'ai vu le film, j'ai pas vu à partir du début, là, la première fois que je l'ai vu. C'est pas mal la dernière moitié, là, dans le fond, où on a comme les singes là, qui se promènent dans la zone interdite, puis que c'est tout le chaos partout, tu sais. C'est là où le film démarre, là. Je vais en parler là, tantôt, là, mais c'est ça, à quelque part, c'est là où toute l'action se déroule, puis c'est ça, à quelque part, comment que ça vire complètement, là, ça n'a ni queue ni tête, là, comment que le film, là, après un bout, là, il envoie n'importe quoi, là, tout simplement, mais en tout cas, ça m'avait fasciné pas mal à l'époque, puis donc pourquoi que je suis là aujourd'hui là, à vous parler là, de cette franchise-là. Fait que le film commence là, avec une récapitulation du premier film. Là. Ben, la fin du premier film, là, pour ceux-là qui avaient manqué là, la fin, il ne faut pas oublier qu'on est en 1968, il n'y a pas de VHS ou de bêta à la maison. Peut-être que même le film ne passait même pas encore à la télé. Le temps était beaucoup plus long. Avant d'avoir les. Dans le temps, le film, des fois, il ouvrait plusieurs marchés différents. Je ne sais pas exactement le déroulement là, de la sortie du premier film, mais des fois, ça prenait du temps, tout simplement. Là, un film sortait une telle date en Amérique, et après ça, il sortait une date plus tard. On fait encore ça un peu, mais c'était plus courant là, à l'époque où on pouvait des fois déménager vraiment des morceaux de l'équipe. Puis en tout cas, tout dépendait de la grosseur là, du film. Là, mais ça pouvait être long aussi. Après ça, une fois qu'il a vraiment fini le temps là, d'être au cinéma, on commençait à travailler sur la version à la maison. Puis après ça, la version télé, tout ça. Fait que c'était un long processus. Là, ça pouvait prendre des années là, avant de l'avoir finalement là, à la télé. Puis même à la télé courante. Là. Je sais pas pour les services là, de super écran. Là, peut-être pas super écran en tant que tel, là, mais la télé sans annonce, là, je sais pas quand c'est arrivé. Puis si, mettons, ça tombait directement là, sur le câble ordinaire, là, en tout cas. Mais c'est ça. Tout ça pour dire qu'il était possible qu'il y en ait beaucoup qui n'avaient pas vu la fin du premier film ou tout simplement pas vu le premier film. Fait qu'on voulait apporter ça. Puis comme le réalisateur a mentionné que, dans le fond, le travail du deuxième film a commencé. Le réalisateur ou l'écrivain du film, dans le fond, la base du du film aujourd'hui, c'est à partir de la fin du premier film, là, avec l'idée que New York a été détruit. Et dans le fond, on part avec cette idée-là, avec le film. Puis c'est sûr qu'on va voir pas mal de New York là, tout le temps, là, qui a été plusieurs parties là, de New York là, au courant du film. On n'a pas essayé là, de faire du globe-trotting là, quelque part, puis qu'on se ramasse dans d'autres places, on se ramasse à Washington, quelque chose de même. Là. Non, on est resté juste à New York. Fait que
on part avec le discours là, de qu'est-ce que Cornelius il lisait là, dans la pochette. Là, je ne me rappelle pas c'est combien là, le scroll 29, je pense que c'était qui lisait là, le savoir là, du lawgiver là, dans le fond. Là. Puis qui parle que l'homme, lui, il est, comment qu'il est, il est méchant d'un côté, qu'il est très égocentrique, qu'il est prêt à détruire pour avoir qu'est-ce qu'il veut d'un côté, il est prêt à détruire n'importe quoi dans le fond. Il est prêt à te détruire puis se détruire lui-même aussi, tu sais. Fait que, tu sais, quand on pense à la fin du film, en bout de ligne, c'est une idée qui va en rond, tu sais, qui ramène, là, au complet. Là. Puis je pense que c'est la première fois que je m'en rends compte, tu sais, c'est sûr que là, je la garde avec l'œil du podcast, fait que, tu sais, je prends plus de notes. Puis, ayant ça au début, tu sais, on sait qu'en bout de ligne, ça a du sens, ça se tient avec l'idée qu'on va avoir notre héros du premier film, que lui, il va arriver à la toute fin, puis que, bon, ça marche pas pour lui, ça marche pas pour tout le monde. C'est pas mal ça qu'on commence le film avec, puis dans le fond, c'est ça qu'on va apporter tout le long du film. Puis c'est là que ça arrête pas mal. Là, dans le fond, après ça, on montre la statue de la liberté, puis après ça, on tombe avec du nouveau, des nouvelles scènes tournées là, avec Charlton Heston qui va revenir juste pour filmer là, un 8 jours, dans le fond, peut-être 1 ou 2 journées là, à l'extérieur. Là, en tout cas, à l'extérieur ou sur un plateau, là, c'est pas très, très, très clair. Je pense qu'il y a un peu les deux. Il y a des fois qu'il doit y avoir un acteur qui est là pour lui quand ils sont sur là, les chevaux. Là, puis après ça, on a les scènes à l'intérieur là, sur les plateaux. Mais c'est là que, dans le fond, on a notre générique tout de suite en partant. On a Leonard Rosenman, excusez, qui remplace Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith était parti travailler avec le réalisateur du premier film, dans le fond, là, sur le film Patton, qui est un film biographique, là, je pense, sur un film de guerre, là, de la Deuxième Guerre, je pense. Mais ça nous amène avec, c'est ça, le compositeur, là, Leonard Rosenman. Je pensais pas parler beaucoup de cette auteur-là, parce que je pensais éventuellement tomber dessus quand même là, avec, je pense que c'est Star Trek 4 là, que je vais éventuellement couvrir là, dans une année ou deux, je sais pas trop quand, là, mais en tout cas, excusez. Mais c'est ça, fait que c'est lui qui fait la trame aujourd'hui. Ce qui est le fun, c'est que sur le Blu-ray, on a quand même on peut prendre la trame sonore tout seul, tout simplement. Là. Fait que je l'ai écouté un petit peu à part, là, juste quand même pour un peu avoir un peu l'idée, là, parce que c'est sûr, des fois, on est juste embarqué dans le film. Fait que, tu sais, je l'ai écouté à part un peu. Puis, tu sais, en tant que tel, là, c'est pas grandiose comme trame sonore. C'est pas mauvais. Contrairement à la première trame, par contre, je serais capable de l'écouter à part. Mais tu sais, dans juste anecdote de même, en écoutant la trame sonore tout seul, vous pouvez entendre toute un peu plus tard, là, on a comme toute la genre de messe là, envers la bombe, là, où ce que tout le monde chante, tout ça. On peut l'entendre comme tout en... c'est comme un remake d'une chanson, là, All Things Bright and Beautiful, là, une chanson là, chrétienne, chrétienne plutôt, chrétienne. Mais qui a été écrite là, en 1848. Fait que, en tout cas, on avait joué avec ça, puis on avait fait cette chanson morbide-là. Mais c'est ça, quelque part, on peut l'entendre là, dans toute sa gloire là, en 5.1, quelque chose de même, là, si on l'écoute juste la trame sonore tout seul. Mais c'est ça, quelque part, là, c'est une trame qui s'écoute plus tout seul que la première trame, tant qu'à moi, là, mais tu sais, c'est une trame qui est par contre fonctionnelle. Elle fait sa job, elle n'a pas vraiment de quelque chose de plus d'extraordinaire. Là. Je vais-tu vraiment l'écouter, honnêtement? Je ne penserais pas, honnêtement. Là, elle est trop fonctionnelle. Elle n'apporte pas de saveur nécessairement. C'est plus fun d'écouter quasiment la trame sonore avec le film là, de la dernière fois. Là. C'est un peu contradictoire ce que je dis, mais en même temps, c'est pas quelque chose
qui m'attire en tant que tel. Là. J'aurais pas acheté la trame sonore à l'époque là, si je l'avais trouvée. Mais si maintenant j'achèterais une des deux trames sonores, j'achèterais celle-là d'aujourd'hui plus. Je vais mettre ça de même. Fait que on est introduit au personnage de Brent, que lui, qui est joué par James Franciscus, qui était un acteur de télé qu'on avait pris parce que il ressemblait un peu à Charlton Heston. Fait que c'est ça qu'on veut faire de toute façon là, dans la première moitié du film, là, le premier 40 minutes. Tout simplement revisiter un peu la planète des singes, voir comment c'était dans le premier film. Là, on va faire plusieurs genres de clins d'œil. Là. On va se promener un peu là, dans ce qu'on a vu là, tout dans le premier film là, pour les premières 40 minutes. Là, il y a une affaire qu'il faut arriver, puis juste savoir, on va un peu réécrire le premier film, là, dans le fond, parce qu'on veut avoir une suite, puis on essaie de trouver des portes de sortie, puis c'était un petit peu difficile, je pense, la manière qu'on avait écrit le film. Juste par logique aussi, dans le fond, on a Brent, puis bon, il l'appelle Skipper. Là, je veux dire, tu es tout seul sur un vaisseau, puis tu l'appelles Skipper, tu l'appelles par son titre, je sais pas, il peut avoir un nom. Là, il est fort pareil dans le premier film aussi. Je pense que c'était le personnage de Dodson qui n'arrête pas d'appeler Skipper. Mais tu sais, je comprends, mais vous êtes juste deux. Là. Après un bout, là, t'as pas un genre de relation avec la personne. Là, je veux dire, appelle-le par son nom. Là. Surtout, il est genre en train de mourir. Là. Appelle-le pas par son titre. Là, en tout cas, c'est... je trouve juste ça un petit peu... c'est comme s'ils ne se sont pas forcés à trouver un nom. Là, en tout cas... fait que eux autres, ils étaient à la poursuite de savoir ce qui s'est passé à Taylor et son équipage. À quelque part, je me dis, il était comme dans une aventure pour trouver un nouveau monde. Il partait avec la vitesse de la lumière dans le premier film. Puis c'est comme clair de qu'est-ce qui se passait. Là. Puis là, ben, ils font comme nous faire croire qu'ils ne savaient pas qu'est-ce qui se passait finalement. Fait qu'il y a une autre navette qui est arrivée juste après. Puis que c'est ça, ils savaient pas. Là, fait qu'ils recherchaient Taylor. Je me dis juste, on a du monde qui peuvent être en orbite. Pensons à Apollo 13, qu'on ne peut pas renvoyer une navette tout de suite en arrière pour aller secourir du monde, des affaires de même. C'est comme... ça n'a juste pas de sens, tout à fait. Là. Ça se tient pas. Mais il ne faut pas y penser. Honnêtement, je pense qu'on peut apprécier le film si on ne pense pas à ça, un peu le lien avec le premier film. Il y a des affaires... on peut arriver aussi avec les dog tags, là, qu'est-ce que Taylor aurait laissé à Nova. C'est que clairement une manière là, pour pouvoir identifier des personnages, puis pour pouvoir avancer l'histoire, puis pour pas qu'on niaise trop là-dessus. Moi, je suis prêt à ne pas me casser la tête là-dessus, mais... quand je l'analyse pour le podcast, je me dis, ça n'a pas de sens. Je l'avais comme tout le temps pris pour acquis, mais bon, je pense que si maintenant on commence trop à analyser ça en partant, ben, on est un peu sur le mauvais pas, puis peut-être qu'on ne peut pas apprécier le film. Puis c'est tout le temps ça un peu qu'il faut arriver. Je pense au début, là, il faut entendre, comprendre un peu l'univers qu'ils veulent nous faire là, dans le film, là, prendre la première 20 minutes, une demi-heure là, du début. Puis après ça, ben, si maintenant ils changent des règles, des affaires de même, ok, c'est beau, ils ont changé des règles, on a une manière de continuer avec un personnage pour le film, mais bon, là, on va essayer là, de peut-être mettre l'emphase là, que Taylor, il faut la retrouver, puis dans le fond, il va être comme on va être à la recherche de lui pendant tout le film. Parce que James Franciscus, c'est pas la vedette que Charlton Heston est, là. Fait que, on va aller trouver dans les deux côtés, on veut voir notre star, peut-être. Je dis pas que c'est ça que je veux, mais c'est ça que le film veut faire. Il veut leur retrouver notre star, tout simplement. C'est ça qu'ils veulent faire en bout de ligne, là. Puis dans les deux sens, Brent veut le faire, puis le film veut le faire là, pour l'audience.
Mais c'est ça. Fait que, tu sais, bon, c'était un bon choix d'avoir de changer ça de bord, quelque part. Il n'y avait comme pas le choix. Est-ce qu'on aurait pu changer carrément là, de point de vue, mettre l'histoire à zéro, en rendu là, peut-être? Puis refirer ça de bord, puis qu'éventuellement, ben, que la recroise Taylor d'une manière. Je parle de Zero puis de Cornelius, bien sûr. Mais c'est ça. Tu sais, je veux dire, ça aurait été quelque chose que je pense que peut-être ça aurait pu être aussi intéressant de changer ça. Si, mettons, on aurait vu voir que ça matche plus. Là. Bien sûr, ben, c'est ça, on a Nova aussi, que ben, dans le fond, on apprend qu'avec Taylor, il y a probablement une couple de mois qui se sont passés. Là. Je veux juste prendre note aussi, j'ai pris une note là, la dernière fois, là, dans le fond, la date, c'était 3978, puis là, ben, on nous dit que c'est 3955. Il y a un 23 ans de différence, vous allez dire, mais, tu sais, honnêtement, là, on pourrait se dire, on nous dit que c'est avant, là, quelqu'un, puis c'est peut-être un punch, des affaires de même, mais faut pas oublier d'un que c'était plus difficile de justement d'avoir vu le premier puis de faire une note là, que c'était pas. Ils ont mal noté les dates. Mais honnêtement, je vais prendre ça par l'idée que c'est du approximatif. Probablement, je comprends qu'il y a probablement là, des calculateurs là, dans leur. Dans leur système là, de navigation, ils ont probablement là, des calculateurs là, de date. Mais, tu sais, comme il dit dans le premier film aussi, c'est plus ou moins à peu près, puis c'est ça à peu près. Ce qui pourrait dire, même en même temps, on pourrait arriver qu'il y a tellement là, d'années qui sont traversées là, en très peu de temps, parce qu'ils changent. Eux autres, c'est 2 ans, mais c'est ça, c'est 2000 ans là, pour nous autres. Fait que, tu sais, je me dis juste c'est juste une erreur de calcul de l'ordinateur puis qui n'est pas à 100% précis. Je suis pas prêt à dire que là, ils n'ont pas retourné en arrière puis que probablement c'est ça qu'ils ont officiellement, c'est probablement ça qu'ils ont fait, qu'ils n'ont pas pris note de la date là, dans le premier film. Mais honnêtement, moi j'explique ça de même à quelque part. Pour la continuité, j'explique ça de même. Qui ont pu. C'est juste l'ordinateur là, que dans le déboussolement, ben, il ne s'est pas rendu à 3978. Ou que même dans le premier film, c'était faussé, qui n'était pas en 3978. Là. En tout cas, peu importe le côté, là, c'était pas. Ça, c'est ça. Puis pareil pour les dog tags, quelque part, qui était pas. Parce que tout son linge à Taylor était brûlé. En tout cas, il l'a jamais retrouvé. Bon, il s'est passé beaucoup de temps. Là, peut-être qu'il est retourné. Il a repassé à quelque part où il a laissé sa navette. Là, il est peut-être. Je sais pas. Je veux dire, je me dis, il pourrait l'avoir croisé à quelque part où. Zira pourrait peut-être y avoir donné quelque part à dire on a retrouvé une partie de ton linge finalement, tout ça, puis on a trouvé ça au travers de ça. Je sais pas, n'importe quoi. Là, honnêtement, je suis pas critique là-dessus. Là. Honnêtement, je m'en fous un peu, puis c'est un côté, je pense, de faire avancer l'histoire. Sauf que là, aussi, en fait l'histoire, ben pourquoi est-ce que Taylor dirait à Nova de retourner voir Zira? Tu sais, retourner dans le village des singes, tu sais, pourquoi? Tu sais, quelque part, ça donne à quoi? Puis, c'est comme elle est libérée, pourquoi retourner dans le danger rendu là? Tu sais, c'est vraiment étrange. Parce que là, c'est ça, tu sais, Taylor, lui, c'est la foudre qu'on avait vue dans le premier film, là, puis qui venait de nulle part, ben là, ils sont attaqués par ça, puis là, ils doivent se sauver, puis finalement, ils se rendent compte qu'il y a un mur qui est apparu, comme une montagne, puis là, il se dit, ça a l'air d'être une illusion, mais en tout cas, avec l'illusion, aussitôt qu'il disparaît en arrière de l'illusion, pour moi, il y avait genre 20 000 personnes qui étaient là en arrière pour kidnapper Taylor, puis finalement, ça se passe très vite. Honnêtement, là, c'est parce que je le vois sur grand écran, mais à l'époque, je le voyais sur mon écran 4:3. Puis, je trouve ça un petit peu difficile. Il y a beaucoup de scènes qui sont dures à suivre.
Parce qu'on essaie de faire beaucoup de montage, puis essayer de comprendre que ça disparaît, puis ça l'apparaît, puis des affaires de même, là, en tout cas, c'est des fois même dans le cadrage qu'on a, je trouve que le côté editing, le visuel qu'on essaie de monter, il est pas au point, honnêtement, puis des fois, là, il est un peu mêlant pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis je vais en reparler un peu plus tard. Là. Je trouve ça des fois difficile à comprendre qu'est-ce qui se passe à cause de ça. Puis je pensais que c'était juste à cause de l'image. Là. On comprend mieux quand on voit un peu plus grand, mais parce que en 4.3, ils doivent couper les côtés, puis ça coupe en beaucoup là, de l'information qu'on peut voir. Mais c'est ça, en tout cas. Taylor, aussitôt qu'il passe au travers, il disparaît, puis la manière c'est monté, ben, c'est automatique. Si c'est une illusion, il peut sûrement crier, il pourrait sûrement dire hey, c'est une illusion, je peux, on peut passer au travers, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, il devait y avoir quelqu'un qui était de l'autre bord, puis que tout de suite, ils l'ont assommé pour qu'il ne puisse pas parler. Ils sont partis. Puis après ça, ben, l'illusion n'a pas tenu. Nova est restée sur place. Là, elle faisait juste attendre. Ça n'a pas de sens, mais bon. OK, c'est. Encore une fois, je vais laisser ça aller. On est là dans les 10 premières minutes du film. Puis c'est ça qu'on veut arriver à. Il a disparu. Puis ben, ça s'est peut-être pas passé en 10 secondes là, comme qu'on nous montre. Mais c'est ça, je me dis, bon, OK, on ramène Nova pour avoir un peu une continuité de personnage, un peu, puis que, un peu ramener un peu le premier film. Je suis capable, jusqu'à là, j'ai pas de problème. Honnêtement, c'est beaucoup un peu de forçage pour ramener au premier film, là, qu'est-ce qu'on avait eu, mais bon, c'est correct, puis je le prends de même. J'ai pas de problème avec ça. Nova, je m'étais un petit peu trompé là, dans le premier film. Là, l'actrice là, Linda Harrison, elle, finalement, ben, c'est ça. Dans le fond, elle avait travaillé avec Charlton Heston, je disais, sur un autre projet, mais c'était le fait qu'elle avait fait là, les screen tests là, avec La planète des singes, puis qu'elle avait le rôle de Zira là, dans le screen test, mais c'est ça. Fait que finalement, ben, elle a marié, là, je pense, le producteur, là, un des producteurs là, du film, puis ben, du premier film. Puis c'est ça pas mal qui a donné le rôle, là, dans le fond, dans le film là, aujourd'hui, puis le film de 1968. Fait qu'on arrive au moment du film où ce que Brent, lui, il va découvrir dans le fond qu'est-ce que Taylor a découvert là, pendant tout le film là, de 1968. Là, dans le fond, pour vraiment, là, on a placé nos personnages, puis là, ben c'est ça. Là, il doit découvrir là, c'est quoi la planète des singes en bout de ligne. Où ce qu'il va retourner là, à cause de Taylor qui disait de retrouver Zira. Ben, il doit retourner là, à la cité des singes. Qu'il y avait là, dans le premier film. Chose que j'ai pas parlé dans le premier film, c'est le langage. Pourquoi qu'il parle encore anglais, puis pourquoi que c'est... je sais pas, j'ai passé à côté. Là, je l'avais dans mes notes, mais j'en ai pas parlé. En tout cas, c'est pas grave, ça me laisse en parler aujourd'hui. C'est sûr que dans le premier livre... dans le livre original, il parle pas le même langage. Là, éventuellement, Taylor, puisque lui peut parler, là, c'était... ben, c'est pour ça, en même temps, ça revenait au même. Là. Mais c'est ça, dans l'autre côté, ben, on a... ben, ça donnait une chance. En tout cas, on a un peu réinventé là, pour le film. Puis, bon, on pouvait arriver là puis dire, même dans comme à Star Trek à la télé à l'époque, ben, toutes les communautés, là, peu importe où ce qui allait sur n'importe quelle planète, ben, ils parlaient anglais aussi. Là, fait que, c'est comme on pouvait perdre du temps là-dessus pour savoir qui parlait ou parlait pas, tout ça. Au pire, c'était quelque chose peut-être aussi pour même nous dire que c'est étrange qu'ils ont le même anglais que, ben, le même langage humain. Pourtant, sont pas en même place, là, mais en tout cas, je fasse un petit commentaire là-dessus quand même, là, parce que c'est un commentaire oublié là, du premier podcast. Là. Mais c'est ça, fait que là, lui, Brent et Nova retournent à la cité des singes, que finalement, ben, quelque chose qu'on n'avait pas vu, il y a une genre de guerre civile à l'interne, un peu où ce que les gorilles, eux autres...
Ben, tu sais, on a le personnage là, de Ursus, que lui, ben, il est prêt à partir en guerre à quelque part. Il y a eu 12 singes sont partis là, dans la zone interdite. Il y en a un qui est revenu. On entend parler un petit peu plus tard dans le film, là, dans le fond, que lui, ben, tu sais, aussi, là, il en parle là, dans le. Qu'on a Zaius et Ursus là, qui vont prendre un sauna à quelque part, là, sont comme. Je veux dire, ça n'a pas l'air affûté tout à fait. Là. C'est comme leur costume. En tout cas, ils doivent être écrasés, mettons, dans leur costume là, à quelque part, là, parce que je veux dire, ils sont vraiment beaucoup plus bouffis là, quand ils sont dans le sauna. Les acteurs ont l'air d'avoir chaud, pas à peu près. Là. Mais c'est ça. Puis, on voit un petit peu plus le côté humain qui ressort là, des costumes, là, justement, là, à cause peut-être là, de toute l'eau qu'ils ont au visage. Là. Je ne sais pas si c'était vraiment un sauna, si ont monté la température là, pour une question d'effet, mais l'eau qu'ils ont au visage, là, ça le détruit un peu là, le maquillage. Je vais juste continuer rapide là, l'idée du maquillage. Honnêtement, c'est là où ce qu'on voit quand même qu'il y a une dégradation là, du côté là, des maquillages là, des singes. On a coupé le budget, puis je ne sais pas pourquoi qu'on n'a pas pu prendre un peu peut-être ceux-là qu'on avait créés dans le premier film. C'est sûr que on est rendu 2 ans plus tard, il y en a peut-être qui ont été jetés. Peut-être qu'ils ont été détériorés aussi par le temps, la manière qu'ils ont été gardés, des affaires de même. Peut-être qu'on a utilisé les mêmes. Mais quand on voit la foule, c'est clair que c'est des masques pour l'Halloween. Là, dans le fond, il y en a beaucoup là, que. Dans le premier film, quand on voyait quand même des villageois, ils semblaient avoir plus. C'était fait peut-être pour le visage, puis. Peut-être c'est ça l'affaire, c'est que dans le deuxième film, ben, on en reprend peut-être les mêmes masques, mais ils sont pas faits pour les visages des acteurs. Fait que tous les costumes qu'on voit, tous les chimpanzés, mis à part nos personnages principaux, là, on parle de Zira, de Cornelius, qui, cette fois-là, l'acteur Roddy McDowall était parti filmer un autre film. Là. Dans le fond, il réalisait un film là, ailleurs, en Angleterre, je pense. Fait que, il ne pouvait pas reprendre le rôle. Là. Dans le fond, son rôle est très limité là, à Cornelius. On l'a remplacé là, par David Watson. Que dans le fond, j'ai quasiment l'impression qu'ils ont pris le costume à Roddy McDowall. Parce que, honnêtement, je le vois. Même l'acteur doit ressembler un peu à Roddy McDowall parce que je vois pas de différence. Honnêtement, je suis pas capable de voir la différence. Puis on les placerait les deux un à côté de l'autre. Il y aurait probablement un petit genre dans les yeux. Peut-être qu'on pourrait voir une petite différence, mais je suis pas mal sûr que l'acteur de David Watson a été pris parce qu'il ressemblait à Roddy McDowall. Puis il y avait une continuité parce qu'en même temps, dans le flashback du début, on voyait Roddy McDowall. Fait que c'est probablement pour ça là, qu'on a pris David Watson. Mais en même temps, ils sont très limités là, comme apparition. Là, peut-être en tout et partout, là, c'est Zira qui est là plus que Cornelius, puis c'est quelque chose comme peut-être 10 minutes là, au maximum là, de temps d'écran. Puis je pense que j'en donne un peu. Là, je pense c'est ça me surprendra pas si c'est, mettons, 6 minutes. Là, peu importe. Fait que. On a Ursus qui est comme établi comme notre grand méchant du film. C'était peut-être Zaius la dernière fois. Zaius est toujours là. Lui, il a un peu les mêmes motivations que la dernière fois. Lui, il veut empêcher le monde d'aller là, dans la zone interdite, surtout que ça pourrait contaminer là, la culture simienne. Mais en même temps, ça me fait penser, c'est quoi qui se passe ailleurs? C'est vraiment limité à ce village-là. Qu'est-ce qui se passe en dehors? C'est-tu juste ce secteur-là? Je peux pas croire qu'il reste juste un village de singes là, dans tout le monde au complet. Là. Je comprends qu'il peut y avoir des déserts alentours, ça je peux comprendre, mais est-ce que ça... c'est partout pareil. Est-ce que les militants qu'on va voir plus tard, est-ce qu'il y a des villages plus loin, à Los Angeles, à Washington, au Québec, je sais pas. Mais en tout cas,
toute la population terrienne est limitée au village. En tout cas, je vais garder ça là-dessus. Là, c'est peut-être que il doit y avoir du fanfiction à quelque part. Là. Du fanfiction, parce qu'en bout de ligne, tout se transforme en fanfiction rendu là, puisque rien n'est canon. Là. Même si c'est canon à l'époque. Là. Mais en tout cas. C'est ça. Fait que Ursus, lui, il avait envoyé 12 singes. Parce qu'il y a 12 singes dans son armée qui s'étaient ramassés dans la zone interdite. Il y en a un qui est revenu, puis que dans le fond, il avait vu, il était témoin là, de plusieurs affaires étranges. Fait que, dans le fond, lui, il est prêt à amener son armée dans la zone interdite, puis essayer de savoir là, si c'est une révolte de l'homme ou n'importe quoi. Dans le fond, c'est quoi qui se passe là. Fait que Zaius ne tripe pas nécessairement là-dessus. Lui, là-dedans, il va essayer là, de quand même essayer de faire un traité avec Zira. Zira, elle, toujours contre la guerre, puis tout, dans le fond, ce qui peut se passer. Là. Tu sais, c'est peut-être un peu une. C'est pas une réécriture du personnage là, sur le côté là, du côté que normalement les chimpanzés sont anti-guerre, puis dans le fond, on va avoir des protestations là, de tous les chimpanzés un peu plus loin. C'est pour ça que je trouve que ça semble être beaucoup un côté là, anti-guerre du Vietnam, puis c'est très clair là, qu'on le voit à l'écran. Là. Mais c'est ça. Fait que on établit là, comme notre méchant guerrier. Puis, tu sais, à quelque part, il y a quand même des valeurs. Je trouvais ça important que quand même, si c'est un gorille qui veut la guerre, il y a un bout où il peut arriver puis dire est-ce que on peut tirer sur un. Je pense que Zaius, il dit de tirer sur une illusion, mais Ursus va arriver puis va dire non, mais tu garde un singe, ne tue pas un singe. Quelque chose qui est établi là. Puis, peut-être qu'ils l'ont dit dans le premier film, là. Mais, il n'est pas assoiffé de violence. Là. Je veux dire, c'est comme il y a des principes. Je laisse ça de même, là, à quelque part. On semble penser que c'est un méchant, puis que il est prêt à faire tout, puis lui, c'est la guerre, puis il veut juste la violence, tout ça. Mais il y a des principes pareils, puis même si on va voir des scènes là, qui vont comme à l'église, puis dans le fond, ils font leur. Ils vénèrent leur dieu, là, puis qu'il y a de l'air comme un peu, pas s'en foutre, mais il n'y a pas de l'air à être. Très, très enthousiaste là, d'être là, à quelque part. Fait que c'est quand même. Il aurait pu dépasser la ligne de faire le cliché, puis ils le font pas. Là. Fait que c'est quelque chose que j'apprécie quand même du personnage. Puis c'est ça, il y a toujours Zaius qui est joué là, par Maurice Evans, qui va guider là, les singes là, dans la zone interdite. On va en reparler un peu plus tard de lui, dans le fond, qu'est-ce que ça peut apporter, puis que peut-être qu'il y a un changement sur le personnage rendu là. Ou quelque chose qui ne marche pas avec le Zaius du premier film. Fait que notre duo de Brent et de Nova vont se ramasser chez la résidence de Cornelius et de Zira pour se rencontrer. Tout simplement, là, juste pour qu'on puisse les voir, qui interagit avec, puis que, dans le fond, qui n'a pas vraiment de rapport. En bout de ligne, c'est juste pour se rencontrer, tout simplement, pour revisiter les personnages de Zira et de Cornelius. Ils vont lui montrer des cartes où ils peuvent aller, des affaires de même, puis ça n'a pas de but. Honnêtement, là, ça n'apporte absolument rien à part de faire un tour dans le village. Ils vont partir de là, après ça, mais ils vont se faire capturer tout de suite en partant de là pour finalement faire le tour là, de les cages qu'on a vues dans le premier film, la torture des singes envers les humains. En tout cas, c'est ça. C'est vraiment juste pour avoir le premier film, pour que finalement, là, Zira, elle se rend compte que Brent et Nova ont été capturés, puis que finalement, ça va s'arranger là, pour les faire libérer, pour que, encore une fois, ils réussissent à repartir là, en liberté par la suite de ça, puis qu'ils sont poursuivis là, par les singes, là, pendant qu'ils s'en vont là, vers la zone interdite.
Fait qu'en tout cas, c'est comme un 20 minutes. Là. C'est vraiment juste comme remontrer le premier film, là, tout simplement. Si, mettons, on l'avait manqué, ou si, mettons, on voulait en voir plus, ça n'apporte pas vraiment de plus, tout simplement. Là. Puis c'est clairement juste pour faire un tour dans le premier film, puis démontrer là, qu'on est la suite du premier film, puis remontrer les affaires. Puis qu'en même temps, ben, notre Brent se transforme en Taylor, qui sache la même affaire, là, puis finalement, ben, ça l'arrive, là, tout se conclut là, à peu près là, vers 40 minutes, là, quand Brent retrouve là, les décombres là, de New York. Alors, l'équivalent du premier film, là, de la Statue de la Liberté, dans le fond, pour Brent, c'est de trouver les stations de métro là, de New York. Puis, dans le fond, de se promener là, au travers de New York. On va avoir repris, là, question de sauver d'argent, comme je parlais tantôt, là, on a repris des plateaux de tournage là, du film là, Hello Dolly, je pense, qui avait été filmé là, par, dans le fond, de la 20th Century Fox. Fait que eux autres, c'est une manière de couper de l'argent, fait qu'on a juste comme un peu repris les mêmes plateaux, puis on a un peu peut-être modifié, là, j'ai pas vu le film, mais c'est une manière de couper des coûts. Dans le fond, on a probablement aussi utilisé là, la même affaire la même manière là, qu'on a faite la Statue de la Liberté, dans le fond, avec des matte paintings puis des affaires de même, là, ça paraît un peu là, quand on regarde l'écran. Manière facile là, de couper de l'argent. Il y a beaucoup de scènes qu'on voit là, pendant qu'ils sont en train de se promener là, dans les souterrains, là, qu'on voit que c'est souvent des corridors, puis que finalement, il y a un matte painting au bout au bout de l'allée. Là. Dans le fond, c'est une manière là, de ragrandir là, les plateaux. Ben, je pense que j'en ai parlé là, quand j'ai parlé là, de Star Trek 78 là, ou 79. Là, il y a il y a 2 mois de ça à peu près. Là, mais c'est une manière là, d'élargir le vaisseau. Puis c'est la même affaire qu'on fait là, dans les souterrains là, de la ville. Ça a l'air que, dans le fond, le Queensboro Station, là, c'est pas un endroit là, qui est souterrain, mais bon, avec le temps, puis je sais pas, c'est un futur aussi, puis il s'est passé du temps là, depuis. Il doit avoir eu un futur après ça, c'est pas comme ils sont partis en navette, puis le lendemain, ben, ça a explosé, là, fait que ça peut être construit par la suite, là. C'est juste un commentaire que j'ai vu là-dedans, là, mais c'est ça. Quelque part, là, c'était pas le futur, puis je comprends que ça marche pas avec le futur d'aujourd'hui, là, mais à l'époque, là, en retournant de même, c'est un univers alternatif de toute façon. Fait que éventuellement, ben, en se promenant là, dans les souterrains, ben, ils se mettent à entendre un son, tout simplement, un genre de grognement. Je trouve que quand même le son, au moins, sans être énervant, ben c'est ça. C'est une manière de trouver un son qu'on peut qu'on est capable d'entendre, mais qui ne devient pas agressant. Je pense que c'était ça l'important là, de côté. Là. Et éventuellement, ça devient un peu agressant, mais c'est vraiment utilisé pour attaquer Brent. Fait que ça, c'est normal, là, mais la manière qu'il s'est apporté, là. Ben, je trouve ça bien, là, les choix, là. Fait que, ben, ça a l'air comme une genre de grosse machine là, qui marche, là, puis qui a l'air d'entendre. Ça aurait pu arriver, puis que c'était un gros générateur, quelque chose de même, là. Ce qui me laisse penser un peu l'électricité, comment qu'elle est apportée à l'intérieur, parce qu'il n'y a pas vraiment des torches. En tout cas, je veux dire, c'est tout très, très, très bien illuminé pour un endroit qui est souterrain. Fait que, ils ont encore des lumières. Je veux dire, j'aimerais ça acheter leur système de lumière, honnêtement. Moi, mes lumières, là, ça dure quoi? Un an et demi, quelque chose de même, là, des LED ou n'importe quoi, là. Puis eux autres, ben, on est rendus super plus tard, puis c'est super éclairé. En tout cas, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'ils ont utilisé, là. En tout cas, fait que... Fait que en se promenant là-dedans, ben finalement, ils vont trouver là, le peuple souterrain, dans le fond, là, que c'est des humains qui ont muté, là, qui sont rendus télépathiques. Je vais les appeler les mutants, parce que, en tout cas, je pense que c'est ça qui est le plus
terme approprié, rendu là. Puis, tu sais, plus tard, on va découvrir qu'ils se cachent en bout de ligne, ils sont tous déformés, là, peut-être par la radiation de la bombe. Tu sais, c'est probablement ça. À moins que l'humain, il évolue de même. Pourquoi, s'ils sont tous de même, pourquoi se cacher derrière un masque? Je comprends que c'était peut-être une manière facile un peu de ne pas avoir tout le monde en maquillage tout le temps pour toutes les scènes. Ça, j'imagine que c'est un peu la cause de ça, parce que ça n'a pas de sens, à quelque part. Ils sont tous de même. Ils n'ont pas besoin de... Tu sais, ils naissent de même, probablement. Fait que, c'est ça. Ça fait juste pas se tenir en bout de ligne, là. Mais c'est ça. Ils se cachent tous derrière un masque. Ils ont tous le même visage. Ben, tu sais, tous les mêmes genres de brûlures. Là. C'est quand même assez dégueulasse, par contre. Là, on voit c'est comme la chair fondue. C'est vraiment pas très, très beau. Mais quand c'est techniquement le standard de tout le monde, là, je veux dire, tu le vois plus là, rendu là. Il n'y a pas de gêne là, rendu là. Fait que, bon, puis en plus, on l'est là-dedans. Fait que c'est plus pour notre révélation, pour avoir quelque chose de choc quelque part, là, éventuellement, là, que pour, peut-être pour aller avec un peu l'idée avec comme les James Bond, où que le méchant est toujours déformé, ben, dans le fond, juste pour être sûr qu'on comprenne que c'est des méchants, ben, ils sont déformés. Je vais y aller avec cette mentalité-là. De l'époque, parce que bien sûr, on avait des James Bond à l'époque, puis on avait toujours un peu là, des déformés là, comme méchants tout le temps. Même, je pense, on avait You Only Live Twice, on avait eu Blofeld qui est apparu à l'écran là, avec cicatrice au visage. C'est ça. C'était l'époque, quelque part. Là, fait que c'est malheureux comme ça. Fait que Brent, là, lui, il va être... une fois qu'il va trouver là, même avant de trouver les mutants, dans le fond, il va avoir de l'eau qui va se mettre à couler de nulle part, puis il va en boire, puis il va laisser Nova aussi en boire. Est-ce que c'est ça qui va comme un peu le raffaiblir, puis pouvoir être sous l'emprise là, des mutants? Je sais pas. À quelque part, dans le fond, il réussit toujours à jouer avec, même sans les avoir comme peut-être empoisonnés avec un eau mystérieuse. Le côté de vouloir boire de l'eau dans un de même là, qui sort, je sais pas, c'était probablement, c'est dit, on va voir si c'est comestible, sinon, dommage, tout simplement, peut-être, là. Mais c'est quand même un choix. C'était quand même. Moi, je pense que j'aurais pas bu de cette eau-là. Honnêtement, là. C'était peut-être juste un coup d'essai ou je sais pas trop. Là. Il était assoiffé parce que ça faisait quelques jours. Là. Je sais pas. Là. Juste pour l'histoire, ça, je sais pas, ça a du sens, mais ça n'a pas de sens tout à fait. Là. On n'a pas montré qu'il était assoiffé. Là. Fait que Brent, il est pris par. Puis, tu sais, toutes les bactéries aussi dans l'eau, tout ça, tu sais, je veux dire, c'est de l'eau stagnante. Tu sais, en tout cas, ils ne sont pas un peu éduqués, là. Je veux dire, les astronautes, là, quelque part, là, je veux dire, ils envoient n'importe qui, là, ils disent toi, tu t'envoies dans une navette, là, tu sais, en tout cas. Fait que c'est ça. Brent, lui, il est sous l'emprise des mutants. Il va se mettre à essayer là, de noyer Nova. C'est là qu'un peu je me dis, bon, notre personnage qu'on suit depuis le début du film, tout d'un coup, il est sous l'emprise des mutants. Puis ça va quasiment pas arrêter pour un bon bout, là, jusqu'à temps qu'on retrouve Taylor un peu plus loin. Je sais pas si je me mets pas. Tu sais, je comprends qu'il est sous l'emprise. C'est pas le personnage qui le fait. On est supposé de peut-être aimer notre personnage qu'on suit tout le long. Tu sais, si mettons, ça l'aide à aimer le film aussi, des fois, à aimer le personnage qu'on suit. Là. Mais que là, qui se fait manipuler super facilement, puis qu'en bout de ligne, il va se mettre à agresser Nova, à essayer de la tuer. Je me dis, bon, mais c'est. Je sais pas. C'est quand même assez étrange, quelque part, là, comme choix d'avoir fait, puis de ne pas avoir essayé de donner justement du pouvoir un peu
notre personnage, mais c'est pas un film qui veut montrer là, que l'humain est au-dessus, qu'il y a un humain qui est mieux que tout le monde. Là. C'est pas un film pour ça. Je veux dire, référez-vous à la fin du film, là. Mais c'est ça. Tu sais, à quelque part, ils veulent juste montrer que chaque humain est pas mal similaire, peu importe qu'est-ce qu'ils ont de l'air, c'est-tu notre héros ou pas, tout ça. En bout de ligne, on est tous pareils. Puis c'est démontré avec les scènes là, qui suivent. On peut comprendre que là, c'est ça. Ils vénèrent une bombe qui a survécu là, au-dessus de 2000 ans. Puis qu'ils n'ont pas changé aucune configuration. Ils ont juste pris la bombe du temps. Puis, je veux dire, ils la vénèrent encore. Ils l'entretiennent peut-être, là. Avec le cristaux là, qui viennent de Krypton, là, genre. Là. En tout cas, mais c'est sûr que, bon, que Superman 78 était encore plusieurs années plus tard, mais en tout cas, ça m'a fait beaucoup penser là, à Krypton là, avec les cristaux, tout ça. Peut-être que ça a été influencé, peut-être dans les comics aussi, là, peut-être que c'était un peu le même, je sais pas. Je trouve juste que quand on écoute Superman 78, il y a quelque chose de très très similaire. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, dans toute cette partie-là, les mutants essaient là, de questionner Brent pour savoir qu'est-ce que les singes font. Puis lui, dans le fond, il connaît rien. Fait que, tu sais, dans le fond, il se fait interroger, il se fait torturer. Eux autres essaient là, de garder la paix, mais dans le fond, en torturant le monde, en essayant de les... c'est tout le temps des suggestions, des illusions auditives ou visuelles qu'ils vont faire. Puis, tu sais, ils gardent la paix, ils disent on n'est pas un peuple violent, on s'arrange pour que les gens s'entretuent entre eux autres. En tout cas, c'est un peu... c'est tordu, quelque part. Ils sont partis un peu là, dans une dérape là, comme société. Puis c'est ça, quelque part. C'est juste que Brent, notre personnage qu'on suit, il est tellement impuissant dans tout ça que je me dis, c'est comme le film perd ses jambes un peu à cause de ça. Puis c'est dommage un peu. Pendant ce temps-là, ben, on a nos singes qui rentrent dans la zone interdite, qui sont menés par Ursus, mais avec quand même Zaius qui est là. Puis, tu sais, après un bout, il y a des visions de tu sais, genre le Lawgiver, là, leur dieu, là, dans le fond. Puis qui se met à saigner, puis il y a tout du feu partout. Comme je disais tantôt, dans ces genres de visuels-là, il y a un bout où on voit juste des singes à l'envers. Puis ben, il y a des singes qui brûlent, puis je veux dire, on peut se demander pourquoi. Je comprends pas tout à fait pourquoi. Éventuellement, genre à peu près 30 secondes plus tard, on peut voir qu'il y a comme des singes accrochés, je pense, sont à l'envers en forme de croix, là, comme un peu satanique. Puis en tout cas, c'est juste des visuels qui font, qui choquent tous les singes. Mais pourquoi est-ce que Zaius, dans le fond, il se sert pas de cette opportunité-là pour revirer de bord puis dire c'est trop dangereux ici, il faut virer de bord? Mais non, il dit ben, peut-être qu'il est plus en sa croyance que finalement empêcher là, la zone interdite là, de démontrer qu'il y a quelque chose là, de superficiel qui n'a pas rapport là, du tout. Mais ça aurait été son moment pour justement faire retourner toute l'armée au complet puis revenir au village puis dire il ne faut pas aller dans la zone interdite. Ils nous font, c'est vraiment juste le diable qui est là, quelque chose de même. Mais non, c'est lui qui va comme toutes les sauver parce que d'un côté, c'est supposément plus intelligent, mais l'autre côté, ben c'est ça, il a comme pas pensé correctement là-dessus ou il va sauter dans le feu pour montrer que c'est complètement une illusion. Fait que tout le monde se ramasse dans la zone interdite. Puis, tu sais, pour quelqu'un qui veut absolument garder là, le côté que le savoir de l'homme est moins que les singes, ben, il vient d'ouvrir la porte à tout ça. Parce que là, en bout de ligne, ils vont trouver peut-être le culte des humains là-dedans, tout ça. Mais qu'en bout de ligne, ils sont évolués. Puis, tu sais, après ça, là, c'est une centaine de gorilles là-dedans. Puis, essaie de dire qu'il n'y a pas des humains qui sont évolués à partir de là. Tu sais, c'est ça, ça marche pas, là. Fait que,
Il me semble qu'il a manqué son opportunité. Puis même sans savoir qu'est-ce qu'il y avait, ben, il y avait son opportunité pour en virer de bord puis qu'on se ramasse pas éventuellement. Parce que, tu sais, ça aurait pu être arrivé à quelque part puis tomber sur des humains encore plus évolués d'une manière, puis qui sont prêts pour la guerre, puis, tu sais, que ça aurait pu comme mal virer. Ben, ça vire très, très mal, on s'entend. Mais ça aurait pu encore... ben, tu sais, il aurait pu arriver, puis tout d'un coup, il y a des avions, il y a des affaires que les autres ne comprennent pas. Fait que, puis tu sais, je dis avion, ben tu sais, l'avion de papier qu'il y avait dans le premier film, tu sais, ça il a peut-être trotté dans la tête pour ça aussi qu'il a demandé à ce que Taylor se fasse carrément charcuter le cerveau dans le premier film. Fait que, tu sais, il y a comme pas de logique. Je pense que le personnage a été réécrit un peu pour satisfaire le scénario d'arriver à tout le monde à la fin, qu'on a peut-être encore une confrontation entre Zaius et Taylor à la toute fin. Je pense que c'est pour ça. Mais tu sais, sans vraiment penser là, à l'évolution. Ben, tu sais, ok, peut-être que le personnage, tu sais, c'est pas vraiment une évolution, c'est une réécriture. Là, je pense que c'est ça. Puis c'est plate, hein, quelque part, que juste que j'étais capable de comprendre le personnage dans le premier film, mais que là, tout d'un coup, il fait des choses qui marchent pas avec le premier film. Fait que on arrive pas mal à la conclusion là, du film. Là. C'est pas mal le bout là, où c'est ça, j'ai vu dans mon adolescence là, qui m'a apporté à ça, que je parlais tantôt. Ben, on a Brent qui est envoyé là, en cellule avec Taylor. Si, mettons, les singes n'auraient pas été en chemin, est-ce qu'ils seraient fait... ils les auraient mis dans un combat à la mort pour les deux personnages? Probablement aussi, à quelque part. Ben, je sais pas. Honnêtement, là, je comprends que les singes précipitent pas mal les affaires pour justement, là, ben, exactement pourquoi ils veulent vraiment s'éliminer là, entre eux autres. Là, c'est juste comme, à quelque part, ils n'ont rien à faire avec lui. Ils pourraient juste s'en servir, tout ça. C'est sûr que c'est un peuple, les mutants, là, eux autres sont je veux dire, sont partis là, dans leur culte, puis quelque part, là, ça va pas bien, là. Quelque part, ils sont pas capables de comprendre là, qui est Brent. Puis, en plus, ils ont un autre exemple avec Taylor, puis, ils se voient-tu peut-être se faire aussi se faire envahir là, par le monde là, d'autres humains, là, dans le fond, là, comme les gorilles. Fait que c'est peut-être ça, ils voient peut-être une menace là-dedans. Puis, tu sais, des fois, on peut se dire avec les gorilles qu'ils pourraient faire des illusions, de faire des murs. Ben, tu sais, ils nous disent à quelque part, suite à l'illusion là, que Zaius là, a réussi là, à démontrer là, que c'était faux. Ben, ils disent que comme les gorilles ne sont pas capables de soutenir de toute façon là, l'illusion. Bon, est-ce qu'il pourrait comme un peu faire une illusion qu'il y a une porte et qu'il n'y a pas une porte d'entrée, je veux dire, que la crevasse pour rentrer, ben, n'est pas là. Peut-être, là, je veux dire, ça serait juste un minimum, là, juste essayer de tout le monde se concentre là, pour faire une super illusion, puis que les gorilles, ils partent, puis finalement, ils ne trouvent jamais là, la porte d'entrée. Peut-être qu'ils vont se mettre à chercher après ça, puis finalement, éventuellement la trouver, mais c'est comme retardé un peu, puis le temps de trouver une autre solution, des affaires de même. Là, fait que, éventuellement, les gorilles, c'est ça, ils repassent là, par les chemins là, de Brent. Peut-être aussi qu'il y a d'autres entrées aussi. On les voit repasser en même endroit que Brent, mais c'est ça, il y a peut-être une autre entrée quelque part là, aussi. Là. Fait que, comme commencer à arrêter là, les gorilles de rentrer de partout, ben c'est probablement là, peut-être quelque chose d'impossible. En tout cas, tout simplement, je pense aussi d'un côté, là, je cherche à trouver une explication, mais je pense que tout simplement, c'est une question là, qu'on veut juste le gros chaos à la toute fin. Pendant que les gorilles sont en train là, de rentrer là, dans
dans le quartier général là, des mutants, ben, on a Taylor et Brent qui se battent. Honnêtement, c'est un combat assez... je remarque pas vraiment de doubleur, à quelque part. Il y a un bout où ce que Brent, il y a une genre de grosse hache, là, genre... en tout cas, quelque chose là, pour se battre un peu contre Taylor. Puis, tu sais, c'est assez brutal, là, je trouve, en tout cas. Peut-être qu'on appelle ça method acting, là. Tu sais, je dis pas qu'ils ont vraiment donné des coups, mais je trouvais ça un peu impressionnant, pareil. Parce que c'est ça, Brent, il y a un bout, il arrive avec sa grosse massue, ou je sais pas trop quoi, là. Puis, tu sais, Taylor se tasse, puis il y a un bout de mur qui part. Je comprends que c'était peut-être en forme ou quelque chose de même, là, mais l'illusion, je trouve qu'elle est très est réussite. Là, c'est comme où vraiment c'était comme Charlton, tasse-toi parce que ça va faire mal si tu restes là. En tout cas, j'aime quand même là, cette séquence-là, mais je n'ai pas d'informations dessus pour montrer là, si. Tu sais, vraiment, là, c'était des vraies armes, là. Puis, tu sais, je veux dire, je dis pas qu'il y avait vraiment là, des pics, là, ces murs, là. Tu sais, que c'était pas plus fait en forme ou quelque chose de même, là. Ça, je peux sûrement comprendre que c'était probablement pas dangereux, là, si, mettons, il s'accrochait, là. Mais tu sais, on va jouer avec ça, puis éventuellement, ben, il y a la distraction, là, de les singes qui rentrent, que des fois, là, il y en a un qui est à la porte pour comme toutes les guider, puis juste qui sont, ben, tu sais, qui doivent se battre, là, tout simplement, qui se ne connaissent plus, là. Puis, tu sais, comme par hasard, Taylor avait reconnu Brent, puis, tu sais, en tout cas, c'est bon, c'est possible, mais c'est comme ils se connaissaient, mais ils se connaissaient pas, là, tu sais, je veux dire, en tout cas, je reviendrai pas au début là, du film, là, où, c'est correct, ils font coller ça, puis j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est ça, fait que ultimement, ben, on a Nova que tout le long du film, ça commence avec Taylor qui essaie de la faire parler, puis il monte son dog tag, puis il dit Taylor, comme si elle est supposée de comprendre en voyant les lettres que c'est écrit Taylor, puis ça va la faire plus parler. Bon, ça l'aide avec l'histoire là, pour expliquer... dans le fond, pour que Brent puisse se ramasser éventuellement là, où ce qu'on est rendu dans l'histoire. Mais c'est ça. Fait que finalement, ben, elle a réussi à parler. Éventuellement. Je sais pas, à quelque part, il aurait pu arriver, puis juste. Ben, c'est juste comme le choc que finalement, elle parle. Puis, tu sais, elle dit pas Taylor super bien aussi. Là, je trouve que elle aurait pu tout bien l'articuler, mais ça sort tout croche. Puis, je trouve ça correct à quelque part pour quelqu'un qui n'a jamais parlé. Ça n'a pas de logique tout à fait. Là, je sais pas, je me rappelle pas si je n'en ai parlé. Là, que je veux dire, qu'il n'y a absolument aucun son qui sort. Là, je veux dire, ça n'a pas de sens. Là. Un bébé naissant là, va pleurer, puis que là, on me dit qu'il est muet. Là, en tout cas, je pense que j'en ai parlé, là, mais qui font pas aucun son. Là, c'est vraiment étrange. Là, c'est plus l'articulation peut-être là, qui devait être développée. Là, c'est quelque chose qu'il aurait pu faire avec ça. Là. Comme que n'importe quel animal, là, comme un chien va aboyer, des affaires de même. Là, ils font des sons, mais qui parlent, ça, c'est une autre affaire. Là. Fait que éventuellement, ben c'est ça. Il réussit à tuer là, le mutant là, qui ont l'emprise sur eux autres, sur notre duo là, de Brent et Taylor. Puis lui est distrait par Nova, puis juste cette distraction-là, ben ils prennent le dessus sur lui, puis finalement, ben ils vont le passer là, dans les pics là, qui ressortent là, des grillages là, de la petite prison qui sont dedans. Puis c'est ça, fait que ils vont se sauver là, au travers là, de l'endroit là. Puis finalement, ben, ils vont tomber en face d'un gorille et que ben, Nova va se faire tuer là, non héroïquement. Là, c'est vraiment juste comme elle se fait tuer, là, tout simplement, pour commencer peut-être à montrer là, qu'il y a quelque chose qui se passe. Là, à la toute fin, là, on commence à tuer des personnages là, facilement de même.
Mais c'est ça, je trouve juste ça un petit peu. On voit les gorilles rentrer, là, c'est un massacre, là, dans le fond. Ils tuent pas mal tout le monde. Là. Ils semblent vouloir garder des otages, mais je veux dire, ils tirent sur tout le monde qu'ils voient. Ils sont même pas menacés parce que nos mutants, là, ils veulent la paix, là, comme ils disent. Il y en a même une là, qui a bu. On peut comprendre là, elle a pris beaucoup de pilules, puis qui est morte là, dans un bain, là, tout ça. En tout cas, c'est vraiment là, comme. C'est noir là, comme fin, là. Honnêtement, là, c'est sombre. Là. Je veux dire, c'est du massacre. C'est pas. Je veux dire, c'est pas un film de Rob Zombie où ça serait le carnage, là, mais. On peut le voir dans qu'est-ce qu'on voit, là. C'est très. C'est sombre. Honnêtement, là, comme fin, là. Je pense qu'on va essayer d'accoter là, la fin du premier film. Mais c'est ça. Fait que Nova est tuée. C'est pas glorieux du tout. C'est juste comme elle se fait tuer. Puis il n'y a même pas de dernière parole à rien pour être un peu quétaine. Elle est morte, elle est morte. Charlton Heston rendu là, ou Taylor, est-ce que lui rendu là? On a Brent qui est là, il faut aller pour la bombe, dépêche-toi, on se lève. Brent, il est avec Nova quand même là, depuis quelques jours, puis lui, ça n'a pas l'air de faire. Il est peut-être plus sain d'esprit, peut-être, là, ou il se dit peut-être, je vais pleurer à la fin, quelque chose de même, mais. Il faut aller régler la bombe, il faut essayer de s'arranger là, pour que personne pèse sur le bouton. Là, ça va être la fin. Est-ce que Taylor arrive à ce moment-là, il se dit, regarde, là, si ça arrive à ça, ça sera à ça. Je pense qu'honnêtement, c'est le moment où peut-être qu'il se dit ça va être la bonne solution pour régler tout à ce moment-là. Fait que, dans le fond, en bout de ligne, il n'y a plus rien à vivre, lui, rendu là. Ça fait plusieurs semaines qu'il est en cellule. Puis, en bout de ligne, c'est peut-être la seule affaire qu'il avait qui pouvait avoir un peu de bonheur. C'était Nova, puis elle est morte. Fait que, rendu là, qu'est-ce qu'il veut? C'est pas très, très clair. Ça aurait été le fun d'avoir un peu plus là, de clarté. Peut-être un peu plus là, de côté personnage là-dessus. Fait qu'on va se ramasser là, à la salle principale là, avec avec la bombe au centre, tout ce que on va avoir comme le chef là, des mutants là, qui va comme introduire la bombe. Il va dire ça c'est l'instrument là, de mon Dieu. Puis finalement Ursus il va dire oh ouais t'es un petit comique toi. Puis après ça il fait signe à son général à côté, puis pour le descendre tout de suite, il dit hey, ton Dieu, t'as-tu sauvé, toi, en ce moment? Tu as un commentaire un peu sur d'autres religions, n'importe quoi, peut-être pas. À quelque part, les croyances des autres, puis c'est ça. Je veux dire, on parle beaucoup de religion là, dans ce film-là. Peut-être un commentaire subtil. C'est bien possible. Mais c'est ça, à quelque part. Fait que là, eux autres, ils savent pas quoi faire avec la bombe. Puis, ils essayent là, de juste comme l'arrêter en la débarquant de là. Ils vont tirer dessus pour la mettre à terre. Mais finalement, ils vont accidentellement briser la bombe. Puis, que dans le fond, il y a des gaz toxiques qui vont sortir de là. Pour le moment, tout le monde serait mort, dans le fond, dans la salle. Brent et Taylor auraient dû juste quitter, tout simplement, au lieu là, d'essayer là, d'arrêter là, qu'est-ce qui se produit. C'est sûr qu'à partir de ce moment-là, c'est soit Zaius ou Ursus essaient de commencer à regarder là, comme la table de contrôle là, qui a l'air là, de... La table de Krypton, là, comme je parlais tantôt, la table de cristaux. Fait que Brent, pour arrêter, pour les empêcher, dans le fond, on va commencer à faire un bruit pour attirer le regard vers eux autres, vers Brent, puis dans le fond, une fusillade qui va être déclenchée. Éventuellement, Brent va se faire descendre. Dans le fond, là, c'est comme, OK, on a vu Nova tantôt. Là, c'est le second niveau. On a vu Taylor quelques secondes avant se faire tirer. On voit qu'il a quand même survécu, mais Brent, je veux dire, il a une balle en tête, puis il doit avoir encore une dizaine de balles sur le corps. C'est vraiment là, totalement, là, il est mort. Pas de fin bien héroïque. Il va avoir réussi à tuer Ursus.
C'est quelque chose quand même que je me suis dit, est-ce qu'on va au moins tuer le méchant? En bout de ligne, tout le monde meurt, là. Mais, je veux dire, c'est comme pour un côté narratif de film, là, il faut quand même qu'il y ait au moins un petit côté là, d'avoir accompli quelque chose. Là, fait que, il va avoir tué le méchant du film. Mais dans ce temps-là, on a Taylor que lui va essayer de essayer de voir si après tout ce chaos-là, est-ce que Zaius va avoir changé sa philosophie sur tout. Puis Zaius, il va y remettre au visage encore, il va dire, garde, l'homme est toujours à rien, puis tout ça. Puis Taylor va arriver, il va dire, à cause de toi, c'est la fin. Fait que lui, il va finalement lui-même faire enclencher la bombe et on va avoir un bon narrateur à la suite de ça qui va nous dire que dans tout, c'est peut-être la voix du bon Dieu à quelque part qui regarde tout puis qui dit la troisième planète dans un certain système solaire, elle vient de s'éteindre. Fait que, tu sais, c'est comme pour se rassurer que c'était une bombe qui pouvait vraiment tout faire détruire. On nous l'avait déjà dit, là, pas loin de la fin, là, Taylor, Brent avait remarqué sur la bombe qu'il y avait un signe de alpha et oméga. C'est ça, Taylor arrive et dit, c'est la bombe ultime. De la peur, pour aider peut-être aussi là, à la peur là, de la guerre, la guerre froide aussi là, de l'époque, tout ça. Fait que ça joue dans le mental des gens. Il y a une novélisation du film qui était basée sur le script, puis qui avait gardé la fin du livre, du script original dans le fond. Où ce que Ursus se faisait pas tuer, finalement, c'était Ursus qui descendait Taylor. Et ça revenait pas mal au même, là, mais en bout de ligne, c'est ça. C'était pas exactement là, la même fin. Mais c'est ça. Fait que il y a aussi quelque chose que je vais parler là. Je vais peut-être essayer de le lire. Là. En tout cas, je l'ai juste visionné un petit peu. Là, je l'ai juste téléchargé. Puis le sample qu'on peut avoir sur Kindle. Il y a un livre qui a été écrit, là, un comic plutôt, qui a été un croisé entre entre des univers, dans le fond, un univers de Star Trek que j'ai parlé un peu partout, là, des fois que je parle, là, que j'aime bien parler un peu, comme vous savez, qui est quand même assez ironique d'un côté, parce que j'étais pas au courant, là, peut-être que j'avais déjà vu un croisé entre la planète des singes et de Star Trek quelque part, puis je veux dire, ça se peut que j'aie déjà vu ça à quelque part, mais que j'ai pas vraiment d'intérêt à le lire. OK, ça, c'est correct. Là. Les croisés, des fois, je ne suis pas toujours fan de ça. Mais en faisant mes recherches pour le film d'aujourd'hui, le croisé en tant que tel de Star Trek et de la planète des singes se déroule pendant le film aujourd'hui et qu'il explique l'entrée un peu dans le prochain film. Fait que ça se peut que je le lise dans le fond là, pour expliquer quelque chose là, dans le prochain film, mais je l'ai lu juste quelques minutes là, avant là, de rentrer en onde, fait que j'ai pas eu le temps de le lire naturellement. Et, mais ce que je trouvais quand même assez drôle quelque part, c'est que ne sachant pas c'était quoi, là, ok c'est beau, j'ai vu le comic peut-être, comme je dis, peut-être inconsciemment je savais que ça existait, là, mais tout existe, là, je suis certain qu'il y a un croisé entre Star Trek et Barbie, il y a un croisé probablement entre plusieurs affaires, là. Fait que je me casse plus la tête à partir de là. Mais la semaine passée, au dernier podcast, j'avais parlé de pourquoi est-ce que le vaisseau, dans le fond, est parti, puis qui est revenu, puis je me disais, j'avais juste lancé en blague que peut-être qu'il a croisé un vaisseau Klingon et qu'il est. Puis ils l'ont reviré de bord. Je veux dire, je ne verrais pas un vaisseau Klingon vraiment retourner une navette de bord. Tout ça, c'est un non-sens. Il l'aurait détruit ou il aurait gardé des. Non, il n'aurait pas gardé d'otages. Les Klingons ne gardent pas vraiment des otages, mais. Il l'aurait laissé aller au pire des cas, il aurait dit ça n'a pas rapport au site, puis c'est tout, il l'aurait laissé là. Peu importe, j'ai nommé les Klingons, puis l'histoire de Star Trek, comme par hasard, a des Klingons dedans. Bon,
OK? Ça fait partie de l'histoire. C'est pas juste une mention de même. Fait que, en tout cas, j'ai juste trouvé ça drôle comme mention. Fait que, je dis ça de même, je vais probablement peut-être en avoir une bonne lecture là, pour le prochain podcast là, dans cette rétrospective-là. Fait que le film finit ça, on a le narrateur, tout ça. Puis, comme dans le premier film, je pense aussi je n'avais pas parlé. Fait que, une autre petite note là, que j'avais oubliée sur le premier film. Le film finissait sur juste, on voyait des vagues, il n'y avait pas de musique à la toute fin. On fait pareil aujourd'hui, c'est juste un écran noir parce qu'il n'y a plus rien. C'est juste qu'on veut mettre l'emphase sur la fin tragique, je pense. Puis c'est efficace. Honnêtement, c'est comme. Je sais pas si c'est aussi efficace que la Statue de la Liberté à la fin du premier film où on entend juste les vagues. Là, qu'on n'entend rien. Je pense que c'est tellement. On voulait comme. On est une suite, hein, on va en mettre plus, mais c'est comme c'est complètement démesuré là. Fait que à la toute fin, je pense que je suis encore frappé un peu là, après toutes ces années. Là, c'est comme vraiment trop peut-être là, à la toute fin. C'est comme on voulait se rassurer qu'il n'y avait pas de suite. Mais à quelque part, ben, c'est ça. C'est dans le contrat de Charlton Heston que dans le fond, que son personnage devait se faire tuer pour peut-être pas se faire redemander de revenir. Puis, on s'est dit, bon, ben, tant que tu es Charlton Heston, on va tuer tout le monde. Ben, c'est pas mal ça qu'ils ont fait. Puis, c'est ça. On pourrait se dire, bon, ben, peut-être qu'on ne pourra pas avoir de suite à partir de là. Ben, comme j'ai dit un peu plus tôt, ben, le film était déjà en chemin. Puis, on avait déjà l'idée de faire une suite à partir de là. Fait que, pourquoi qu'on n'a pas mis en place des petites affaires comme qu'on a fait dans le premier film? Ben, c'est ça. Peut-être qu'on en parlera au prochain podcast. Alors, en conclusion, ben, tu sais, honnêtement, c'est pas un film que je déteste. Je veux dire, je suis comme à la toute fin, la dernière demi-heure, là, ben, quand Taylor revient à l'écran, c'est comme, je pense que ça se sent que c'était ça le film en bout de ligne. C'est ça qu'on voulait, c'est ça que le film voulait être, la suite avec Charlton Heston. Brent je veux pas dire qu'il prend le bord, mais ça fait comme 20 minutes que Brent il sert, et c'est juste la marionnette des mutants pour étirer le temps un peu pour se rendre là, à la toute fin du film. Honnêtement, personnellement, je vais l'aimer plus que ce que je vais l'endosser pour la plupart du monde, je pense bien. Je vais lui donner un jaune, tout simplement. Là. C'est correct pour le suivre, pour rester dans l'univers. Pour voir comment que tout peut virer à l'envers. Puis peut-être, comme suite, c'est correct, honnêtement. On essaie là, d'en mettre plus. Puis, il y a beaucoup d'affaires forcées. Ça peut marcher pour la première partie, mais vers la fin, c'est ça. Comme je parle de Zaius, je trouve ça plate que le personnage était quand même assez bien écrit dans le premier film. Puis que là, tout d'un coup, ses motivations ont comme un peu viré de bord. C'est plus le côté là, d'analyse que je fais. Je veux dire, la prochaine fois que je vais l'écouter, je vais probablement un peu fermer mon cerveau là-dessus pour justement plus apprécier le film. Mais je reconnais que c'est, même si ça m'a introduit beaucoup à l'univers, puis c'est ça qui m'a comme drivé jusqu'à aujourd'hui pour la franchise dans le fond, mais je reconnais que c'est un film qui est très, très, très inférieur au premier film. Puis c'est ça. C'est pour ça que je vais l'endosser à un certain point. Mais en tant que tel, j'aime mieux le premier film. Là. Ça, c'est certain. Là. Je ne sais pas dire que personnellement, j'aime mieux le deuxième film. Là. C'est pas ce que je dis. C'est que je reconnais pareil que c'est un film inférieur de toute façon. Mais comme je dis, le premier film, je le vois pas vraiment sans ce film-là. Mais honnêtement, je couperais un bon 20 minutes. Je couperais. J'aimerais ça qu'il fasse un genre de extended cut du premier film, puis qu'il incorpore ce film-là dedans, puis qu'on n'a pas Brent qui se promène là, dans le village là, pendant tout le. On perd juste du temps, on fait juste comme revisiter le premier film. Je pense que dans le fond, il aurait juste embarqué
sur le chevaux au début, puis après ça, ben, juste se ramasser là, carrément là, dans la zone interdite et que le film continue de là. Fait que, tu sais, c'est le premier 40 minutes surtout que je trouve un petit peu long, puis qui sert à rien. Mais c'est la nécessité, dans le fond, pour rembarquer dans l'univers. Probablement qu'on ne ferait pas ça aujourd'hui parce que normalement, là, on s'arrange pour avoir tous les films accessibles. Surtout si on sort un film, ben, des fois, on en regarde un peu partout. Ben, si, mettons, on veut l'avoir en physique, ben, ils vont faire des rabais, ils vont faire des collections qu'on peut acheter. Ils s'arrangent pour qu'on puisse vraiment voir là, les films avant de voir le nouveau film. Mais c'est ça, à l'époque, c'était un peu le côté limité de ça. Donc, un jaune pour le film d'aujourd'hui, pas plus rougeâtre ou verdâtre. Je veux dire, juste un jaune assez direct. Là. Fait que dans la rétrospective là, de la planète des singes, ben, le prochain coup, ben, on va parler là, de la. Je me rappelle même pas, les évadés de la planète des singes, je pense bien, là, comme une nouvelle direction qu'on va faire. Prochain podcast, ben, on va parler là, de Ghostbusters. Dans le fond, on va parler là, du film de 1984. On va se diriger vers le nouveau film. T'sais, dans le fond, je n'étais pas trop sûr. C'est aussi, des fois, c'est une question de conflit d'horaire, tout ça. De comment faire ça là, dans les. Toujours un peu, là, même aujourd'hui, là, j'ai comme un peu forcé les affaires en faisant le deuxième film de la planète des singes pour que ça fitte, pour être capable de faire Ghostbusters, justement, parce que si, mettons, je faisais un film par semaine, ben, Ghostbusters ne rentrait pas, tout simplement, puis je trouvais ça dommage. À quelque part, j'ai manqué là, le bateau là, il y a quelques années là, pour le film Afterlife. Je voulais plus attendre, mais je m'en doutais qu'à quelque part, éventuellement, on allait probablement là, avoir une nouvelle franchise à quelque part. Là. On essayait de redémarrer là, la franchise de Ghostbusters là, depuis, je pense, c'est 2016, là, le reboot. Fait que je me suis dit, bon, ben c'est beau, c'est probablement qu'on va avoir des suites dans le pire des cas. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, on arrive à ça. Puisqu'on va parler là, dès la semaine prochaine. Entre-temps, ben, si vous avez aimé ce que vous avez entendu aujourd'hui, puis si vous ne le faites pas déjà, je vous invite à suivre Point Visionnement sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Chose que j'ai remarqué beaucoup dernièrement, c'est si vous voyez quand même le post passer, je vous invite vraiment au moins à envoyer un like si vous aimez vraiment, vous marquez un cœur, des affaires de même. Ça, c'est libre à vous. Mettez des faces fâchées si vous voulez aussi, faites n'importe quoi, mais l'important c'est de juste des fois qu'il y a une interaction, puis ça l'aide beaucoup au podcast, surtout sur d'autres sites. C'est toujours un peu juste un peu là, aider à la visibilité du podcast. Vous pouvez peut-être vous dire que ça fait 5 ans que je suis là, puis que je veux dire, j'ai peut-être pas besoin de ça. Ben oui, j'ai besoin, je veux dire, en même temps, c'est pour aider à la visibilité, puis qu'avoir des nouveaux auditeurs, quelque part, c'est, je veux dire, avoir une croissance de podcast, ce qui est tout à fait normal. Fait que si c'est possible pour vous, quand vous voyez un post, que ce soit sur n'importe quel des réseaux sociaux que j'ai nommés tantôt, là, Facebook, Twitter, Instagram, de republier ou juste d'interagir là, avec la publication. Sinon, on se voit là, au prochain podcast là, sur Ghostbusters. Puis pareil aussi, si vous voulez, vous voulez m'entendre là, sur Décryptons Smallville, vous pouvez nous suivre aussi là, sur la série là, Smallville de la série là, télé de 2001 à 2011, où ce qu'on couvre chaque épisode là, de les 217. Avec mon collègue de Cinérum, Steven. Donc, d'ici le prochain épisode, j'aimerais bien vous embrasser, vous dire au revoir, mais je sais bien que je suis un petit peu trop... je sais pas beau. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. The Almighty created the age in his own image, gave him a soul and a mind.
Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Cut up his brain, you bloody bamboos! Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. It's a bloody nightmare. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. We're a peaceful people. We don't kill our enemies. We get our enemies to kill each other. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. Le podcast a également besoin de votre support monétaire pour continuer. Avec un don de 10$ pour un ou 25$ pour 3 films non franchisés disponibles sur Netflix ou n'importe quel support nécessitant pas un achat, le podcast s'engage à couvrir votre choix dans les 3 mois pour vous remercier de votre don. Silence the animal! En espérant vous voir au prochain épisode. You maniac! You blew it up! Oh, damn you! God damn you all!